Salut à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui me fascine autant qu'il me rend dingue, un truc qui défie absolument toute logique économique, géographique et même humaine quand on y regarde de plus près. Vous savez, on a tous cette image de l'Australie, ce pays continent immense, sauvage, avec ses plages à perte de vue, ses couchers de soleil sur l'outback et cette espèce de coolitude légendaire qu'on leur envie tous. Sur le papier, c'est le paradis absolu, le bout du monde où tout est possible. Les salaires, ils sont parmi les plus élevés de la planète. La qualité de vie fait baver la moitié du globe. Et pourtant, derrière cette carte postale idyllique, il y a un bug majeur, une faille dans la matrice qui est en train de transformer le rêve de millions de personnes en un véritable cauchemar éveillé. On va parler de l'immobilier, mais attention, pas juste de quelques prix qui grimpent un peu trop vite comme on peut le voir à Paris ou à Londres. Non, on va parler d'une crise structurelle si profonde, si violente, qu'elle est en train de redéfinir violemment ce que signifie être australien aujourd'hui. Imaginez un peu le tableau, parce que c'est là que le cerveau commence à court-circuiter. On parle d'un territoire qui est 14 fois plus grand que la France, mais avec une population qui n'est même pas la moitié de la nôtre. Sur le papier, la logique voudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde, que le terrain ne coûte quasiment rien, et que construire une baraque là-bas soit aussi simple et abordable que de poser un Lego dans un bac à sable géant. Mais la réalité, mes amis, c'est que l'Australie est devenue l'un des endroits les plus inaccessibles de la Terre pour se loger. C'est totalement contre-intuitif, je le sais bien. Comment un pays avec autant d'espace et autant d'argent qui coule à flot grâce aux mines et aux ressources naturelles peut-il en arriver là? Pourquoi vouloir un toit au-dessus de sa tête sans y laisser son âme, sa santé mentale, et 3 générations de dettes est-il devenu un sport de combat? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble, parce que l'Australie n'est pas juste en train de vivre une petite bulle passagère, elle est tombée dans un piège monumental, un système dont elle ne sait plus comment s'extraire et qui est en train de fracturer la société en deux. Si je vous dis que Sydney, cette ville magnifique avec son opéra iconique et son pont majestueux, est devenue la deuxième ville la plus chère du monde pour se loger, juste derrière Hong Kong, ça vous pose le décor. Mais réfléchissez-y une seconde. Hong Kong, c'est une île minuscule, un rocher surpeuplé où on empile les gens dans des appartements cages parce qu'il n'y a physiquement plus 1 mètre carré de libre. Sydney, elle, est entourée de parcs nationaux gigantesques et de côtes infinies. Et pourtant, le coût pour y vivre est devenu plus violent que dans presque n'importe quelle capitale européenne. Et le pire, c'est que Sydney n'est pas une exception isolée dans un désert abordable. Dans le top 20 des villes les plus inaccessibles au monde, l'Australie en place 4. 4 villes sur 20 à l'échelle mondiale. C'est un ratio délirant pour un pays de cette taille. Ce n'est plus un problème localisé, c'est une épidémie nationale. Une gangrène qui ronge le pays de l'intérieur et qui commence à broyer même les classes moyennes supérieures qui, il y a encore 10 ans, se croyaient à l'abri. Pour comprendre comment on a pu en arriver à une telle absurdité, il faut qu'on plonge dans ce qu'on appelle là-bas le Great Australian Dream, le grand rêve australien. Vous connaissez tous le rêve américain, cette idée que si on bosse dur, on peut finir milliardaire. En Australie, le rêve est plus humble en apparence, mais beaucoup plus ancré dans la brique et le mortier. Depuis les années 50, l'identité même de l'Australien moyen ne se définit pas par son compte en banque ou sa voiture de sport, mais par la possession de sa propre maison, idéalement avec un petit jardin pour faire le barbecue le dimanche, le fameux quarter-acre block. C'est viscéral, c'est dans leur ADN. Pour 75% des Australiens, être propriétaire n'est pas seulement un investissement financier intelligent, c'est le symbole ultime de la réussite sociale, de la stabilité et de la sécurité. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui ont réussi leur vie et ceux qui sont encore sur le bord de la route. C'est l'encre qui leur permet de dire fièrement « je fais partie de cette nation ». Mais c'est précisément ce rêve, cette aspiration légitime qui est en train de se transformer en un poison lent. Si on regarde les chiffres, et croyez-moi, ils font mal au ventre, on voit une déconnexion totale, presque surréaliste, avec le monde réel. Remontons un peu le temps, dans les années 70, l'époque des parents ou des grands-parents, à ce moment-là, le salaire annuel moyen tournait autour de 4 000 $ australiens. Une maison à Sydney, elle coûtait environ 18 000 $. Faites le calcul rapide, en 4 ou 5 ans de salaire brut, vous étiez propriétaire de votre terrain et de votre maison. C'était accessible, c'était sain, c'était la promesse tenue d'une société équitable. Aujourd'hui, le salaire moyen a grimpé, certes, on est autour des 75 000 $, ce qui semble être une belle progression sur le papier. Sauf que une maison moyenne à Sydney frôle aujourd'hui les 1,5 millions de $. On parle plus de 4 ans de salaire, on parle de 20 ans, voire 30 ans
de revenus intégraux. Et ça, c'est en supposant que vous ne mangiez rien, que vous viviez nu dans une grotte, que vous ne payez aucune facture et surtout que les prix arrêtent de monter pendant que vous économisez, ce qui n'arrive absolument jamais. C'est là que le piège se referme avec une violence inouïe. Aujourd'hui, pour une famille qui gagne 100 000 $ par an, ce qui reste un revenu très confortable et bien au-dessus de la moyenne mondiale, seulement 1% des logements sur le marché leur sont réellement abordables. 1%. C'est statistiquement désespérant. Et pour ceux qui arrivent quand même à sauter le pas, souvent en s'endettant sur 35 ans ou en comptant sur l'héritage précoce de la banque de papa et maman, ils se retrouvent avec une corde au cou dès le premier jour. Les familles australiennes sont aujourd'hui parmi les plus endettées de toute la planète. On vit littéralement sur un volcan financier qui gronde. Le moindre mouvement des taux d'intérêt, la moindre petite secousse économique mondiale, et c'est tout l'édifice social du pays qui menace de s'effondrer. On a créé une nation de propriétaires qui ne sont en fait que des locataires de luxe de leur propre banque, et ce, jusqu'à leur dernier souffle. Vous vous demandez sûrement, et c'est légitime, mais pourquoi ? Pourquoi un pays avec autant de terres n'en libère-t-il pas davantage pour construire ? C'est là que ça devient vraiment frustrant. L'Australie a un problème de géographie humaine assez unique. Oui, le pays est immense, mais 90% de la population s'agglutine sur les côtes et plus de 70% se concentrent dans une poignée de grandes métropoles. Plus de 40% des Australiens vivent soit à Sydney, soit à Melbourne. En gros, tout le monde veut être au même endroit, au même moment, pour les mêmes jobs et les mêmes services. Et quand la demande explose alors que l'offre stagne ou est artificiellement limitée, les prix s'envolent vers la stratosphère. C'est la loi de l'offre et de la demande dans ce qu'elle a de plus brutal. Mais le vrai scandale, le truc qui me fait bouillir, c'est la façon dont ces villes sont gérées. Prenez Melbourne. C'est une ville qui s'étale à n'en plus finir, une nappe de béton qui ne s'arrête jamais. Elle occupe aujourd'hui une surface 6 fois plus grande que Londres, mais avec seulement la moitié de sa population. C'est un délire urbanistique. Au lieu de construire en hauteur, de créer de la densité intelligente, des quartiers vivants avec des appartements modernes et abordables comme on le fait en Europe ou en Asie, les villes australiennes continuent de privilégier ce modèle obsolète de banlieue pavillonnaire infinie. Le problème, c'est qu'on arrive au bout de la logique. On ne peut plus étendre les routes indéfiniment, les temps de trajet pour aller bosser deviennent insupportables, parfois 2 ou 3 heures par jour, et le prix du terrain dans ces zones éloignées reste artificiellement élevé à cause de règles d'urbanisme d'un autre âge. Il y a aussi une résistance culturelle massive, ce qu'on appelle le phénomène NIMBY, pour Not in my backyard, pas dans mon jardin. En France, on connaît ça, mais en Australie, c'est puissance 10. Dès qu'un projet d'immeuble, d'appartement est proposé dans un quartier résidentiel, c'est la levée de bouclier immédiate. Les riverains descendent dans la rue pour protéger leur vue, leur calme, leur sacro-saint jardin, même si cela signifie que leurs propres enfants ne pourront jamais habiter à moins de 50 km de là. On se retrouve avec un marché immobilier qui est devenu une sorte de casino géant, où la maison n'est plus un foyer, mais un actif financier qu'on thésaurise. Le gouvernement n'aide pas, bien au contraire. Il a mis en place des incitations fiscales incroyables, comme le negative gearing, qui permet aux investisseurs de déduire leurs pertes immobilières de leurs impôts sur le revenu. En clair, le système subventionne les riches pour qu'ils achètent encore plus de maisons, ce qui fait grimper les prix et éjecte définitivement les jeunes qui essaient d'acheter leur premier toit. Et puis, on ne peut pas ignorer la question de la démographie. L'Australie est une terre d'immigration, et c'est historiquement sa plus grande force. C'est ce qui a sauvé son économie pendant des décennies, lui évitant les récessions qui ont mis à genoux l'Europe ou les États-Unis. Chaque année, le pays accueille environ 400 000 nouveaux arrivants. C'est un taux de croissance phénoménal. Le problème, ce n'est pas l'immigrant, c'est l'impréparation totale de l'État. On invite des milliers de personnes qualifiées à venir construire le futur du pays, mais on oublie de construire les logements pour les accueillir. On se retrouve donc dans une situation ubuesque où l'offre ne pourra jamais, au grand jamais, rattraper la demande tant qu'on ne changera pas radicalement notre façon de concevoir la ville australienne. Alors, on fait quoi maintenant ? C'est là que le tableau s'assombrit vraiment. Pour résoudre cette crise, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des choix politiques courageux. Soit on baisse radicalement l'immigration, ce qui serait un suicide économique à moyen terme, car le pays a besoin de cette main-d'œuvre, soit on construit massivement, en hauteur et de manière dense, mais comme je vous l'ai dit, personne ne veut de ces immeubles près de chez soi, et les politiciens sont terrifiés à l'idée de fâcher l'électorat des propriétaires qui voient leur richesse virtuelle augmenter chaque matin en regardant les annonces immobilières. C'est un cercle vicieux parfait.
On préfère protéger la valeur patrimoniale d'une génération vieillissante plutôt que d'offrir un avenir viable à la suivante. C'est profondément triste quand on s'arrête 2 minutes pour y réfléchir, parce que ce pays a tout pour réussir, il a les ressources, il a l'intelligence, il a l'espace, mais il est prisonnier d'un idéal romantique des années 50 qui a fini par se retourner contre lui. Le Great Australian Dream est en train de devenir une barrière sociale infranchissable, une caste. Si vous n'êtes pas né dans la bonne famille ou si vous n'avez pas eu la chance d'acheter il y a 20 ans, vous êtes pratiquement condamné à être un citoyen de seconde zone sur le plan financier. Cette crise ne touche pas que le portefeuille, elle touche l'espoir. Elle touche la capacité des jeunes à se projeter, à fonder une famille, à se sentir chez eux dans leur propre pays. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on voit des dynamiques similaires un peu partout dans le monde. Mais l'Australie, c'est vraiment le laboratoire de ce qui arrive quand on traite le logement uniquement comme un produit de spéculation et plus du tout comme un besoin humain fondamental. On oublie trop souvent que derrière les graphiques de prix et les statistiques de rendement, il y a des êtres humains qui veulent juste un endroit stable pour vivre, sans avoir à sacrifier chaque seconde de leur vie pour payer un loyer ou un crédit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça doit nous pousser à réfléchir à notre propre modèle. Est-ce qu'on doit continuer à sacraliser la propriété individuelle à tout prix, même si ça détruit l'environnement et l'équité sociale? Ou est-ce qu'on est prêt à réinventer nos villes, à accepter plus de proximité, plus de partage, pour que chacun puisse avoir sa place au soleil? L'Australie est à la croisée des chemins, et ce qu'elle va décider dans les 5 prochaines années déterminera si elle reste une terre d'accueil et d'opportunités ou si elle devient un club privé réservé à une élite de propriétaires. Quoi qu'il en soit, le débat est loin d'être clos. Et croyez-moi, les tensions sociales sur place sont palpables. On va suivre ça de très près, car les leçons qu'on peut en tirer sont universelles et nous concernent tous, d'une manière ou d'une autre. Merci infiniment d'être resté avec moi pour ce long décryptage un peu plus sérieux que d'habitude. J'espère que ça vous a permis de voir l'Australie sous un angle différent, un peu moins surf et farniente, et un peu plus ancrée dans les réalités du terrain. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que le modèle de la maison avec jardin est encore tenable au XXIe siècle? Est-ce que vous seriez prêt, vous, à vivre dans un appartement plus petit si ça permettait à tout le monde de se loger dignement? Lâchez-vous dans les commentaires, j'ai hâte de lancer la discussion avec vous. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a appris quelque chose, ça m'aide énormément à continuer ce travail, et on se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans les coulisses de notre monde. Allez, salut à tous et prenez soin de vous.